Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons revenir sur la collecte record en matière d'ETF en 2024 et essayer de comprendre ce qui pousse les investisseurs à aller de plus en plus sur les ETF. Qu'est-ce qui les intéresse? Pourquoi est-ce qu'ils y vont? Et surtout, dans quoi est-ce qu'ils investissent au travers des ETF? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Marc Tempelman, cofondateur de Cashbee. Bonjour Marc Tempelman. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir Jérémy Tubiana. Bonjour Jérémy Tubiana. Bonjour. Vous êtes en charge du développement des ETF au sein de BNP Paribas Asset Management. Alors j'ai un certain nombre de chiffres sous les yeux. Je vais donner peut-être le plus impressionnant. Si on parle de marché européen, le marché des ETF a attiré, Jérémy Tubiana, 247 milliards d'euros de flux, dépassant d'ailleurs un précédent record qui lui avait été touché en 2021, qui était de 159 milliards d'euros. Donc là, on n'a pas doublé, mais bon, on a fait plus 100 milliards quand même. Qu'est-ce qui vient expliquer, selon vous, que les investisseurs européens se mettent massivement à aimer les ETF, alors que c'était plus aux États-Unis avant, on avait un petit peu du mal en Europe et en France à aller sur ce sujet? Alors effectivement, 2024, c'est la meilleure année de collecte dans l'industrie ETF sur le marché des UCITS ETF en Europe. Ça a été impressionnant. D'accord. Ça a été surtout, on a vu surtout des flux, à peu près 80% sur la partie action. D'accord. Et en fait, c'est le signe que beaucoup d'investisseurs, notamment particuliers, ont investi via les ETF. Parce qu'on le voit, les particuliers, quand ils investissent sur les marchés financiers, via les ETF, utilisent principalement des ETF actions, notamment sur les actions monde et États-Unis. Et c'est clairement ce que l'on a vu tout au long de l'année, des flux massivement sur les actions de manière générale, principalement sur les actions US et monde. Et donc on peut imaginer que c'est beaucoup d'investisseurs retail qui se sont encore plus dirigés vers les ETF pour leur nature intrinsèque, simplicité, transparence, frais réduits, frais maîtrisés. Et donc, ça a été un vrai point que l'on voit vraiment de se développer depuis notamment la période du Covid. Simplicité, transparence, frais réduits ou accès à des actions auxquelles je n'ai pas accès dans mon PEA? Alors, également, effectivement, il y a un point important. Chez BNP Paribas Asset Management, on a par exemple un ETF S&P 500 éligible au PEA. Et effectivement, on a vu que la croissance de cet ETF-là, cette année en 2024, expliqué là encore une fois par les flux du marché retail, qui permet encore une fois de diversifier son exposition au niveau international. Marc Tempelman, comment est-ce que vous l'analysez, cette appétence de plus en plus grande pour les ETF? Moi je me souviens que, alors c'était peut-être plus du temps des personnes de l'âge de mes parents, mais on investissait en actions, on avait effectivement, on échangeait avec ses amis, on avait des petits clubs d'actionnaires et l'investissement en actions directes était assez répandu. Là on a l'impression que chez les nouveaux investisseurs, l'ETF est presque devant la détention d'actions réelles. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord, si j'étais politicien, je dirais que je m'en félicite parce qu'effectivement, les ETF contribuent à la démocratisation de l'investissement. Bien sûr. Pour revenir sur la question posée, oui, les grands-parents investissaient peut-être en actions, mais il n'y en avait pas beaucoup qui le faisaient. D'accord. Au contraire, les ETF, par leur simplicité, par le fait que c'est devenu aussi un peu une mode, justement, participent à cette démocratisation. Il y a beaucoup plus de gens qui investissent désormais en actions via des ETF. D'accord. Donc, il y a certainement cet élément-là. Il y a un effet on a appris, donc l'apprentissage financier se fait aussi par les ETF. Puis un dernier phénomène, c'est que juste pendant 2 ans, les marchés actions, et notamment le marché américain, ont été très porteurs. Donc détenir des ETF indiciels a été plutôt une bonne pioche. D'accord, oui. Voilà. Et donc ça a porté l'investissement ETF. Ça veut dire que effectivement l'investissement des ETF, par exemple effectivement sur un indice MSCI World ou sur d'autres types d'indices américains, dans un marché qui monte, effectivement, ça a continué à porter effectivement ce type d'investissement. Ce serait pas la même chose si on arrivait vers des marchés un peu plus volatiles ou plus mouvementés? Alors ça, j'en sais rien. Attendons la prochaine correction. Bien sûr. Non, en revanche, il y a un autre phénomène qui joue particulièrement en Europe, qui est le fait que une des difficultés du marché, pas pour les investisseurs mais du marché, c'est de proposer des ETF de façon rentable pour les intermédiaires. D'accord. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a été résolu. Et on arrive désormais à préserver les avantages pour les investisseurs, c'est-à-dire à obtenir des expositions diversifiées, simples, pour des montants faibles, mais à commission, encore une fois, restreinte, tout en trouvant un mécanisme qui permet aux intermédiaires d'être rémunérés quand même. Et ça aussi, ça a permis le développement du marché. Jérémy Tubiana. Ouais, sur la partie gestion de la volatilité, ce que l'on voit justement de la part des investisseurs, c'est l'utilisation des ETF au travers d'investissements
programmé. D'accord. En fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, nos grands-parents, nos parents utilisaient peut-être des actions pour investir en one shot. Tiens, j'ai identifié cette valeur, je l'achète et on verra. Là, en fait, il y a cette culture de l'investissement programmé. Les gens commencent à comprendre que pour limiter ou diversifier ses risques, je dois investir progressivement et sur le long terme. Donc la méthode DCA, j'investis la même somme tous les mois Exactement. ou toutes les semaines sur le même actif pour lisser en fait le prix d'acquisition. Et la particularité de l'ETF par rapport à des actions en direct, c'est que l'ETF est diversifié. C'est-à-dire que quand j'achetais une action en direct en une seule fois, j'étais pas du tout diversifié. Et si le titre baissait, j'avais que mes yeux pour pleurer. Bien sûr. Là, sur un ETF, j'ai un panier d'actions diversifié en une seule transaction et je l'associe à des versements programmés que je fais sur plusieurs périodes. Alors c'est génial parce qu'en France, on a l'assurance vie qui permet de le faire. On peut mettre en place des versements programmés. Et aujourd'hui, on a des nouvelles plateformes digitales, des nouvelles fintech qui proposent sur des enveloppes bancaires de faire des investissements programmés sur des ETF. Et donc ça, c'est la vraie révolution en France notamment. Marc Tempelman, vous vouliez réagir ? Oui, c'est juste que tout ça et tout ce dont on vient de parler sont effectivement des avantages énormes des ETF qui expliquent leur popularité grandissante et c'est absolument naturel. Moi, j'aime bien toujours être nuancé et aussi en souligner quelques inconvénients. Bien sûr. Ouais. Le premier, c'est qu'on ne se rend peut-être pas compte qu'en achetant un ETF S&P 500, on est assez concentré quand même. D'accord. Les 7 valeurs, les 7 magnifiques représentent 33% de cet indice et je ne suis pas certain que toute personne qui achète un ETF basique, mais les basiques sont les moins chers, S&P 500 se rend compte qu'en fait, dans son exposition, il y a 33% de cette valeur technologique. Bien sûr, oui, bien sûr. Pour se retourner, premièrement. Deuxièmement, il y a des actionnaires qui souhaitent participer activement à la vie de l'entreprise et qui voient l'action qu'une des façons de participer aux AG, aux assemblées générales. Ça, l'ETF ne le permet pas. Non. Alors, il le permet via la société de gestion. Effectivement, Marc a tout à fait raison. C'est pas l'investisseur qui va voter aux assemblées, c'est la société de gestion. Donc l'investisseur donne le mandat à la société de gestion pour voter aux assemblées. Mais Marc a raison. Et tu as raison également pour dire que c'est la société de gestion. Le seul problème de ce côté-là, c'est que les 3 plus grosses sociétés de gestion en ETF sont BlackRock, Vanguard et State Street, 3 acteurs géants américains qui ont des vues qui ont clairement changé, par exemple, sur l'investissement socialement responsable. Oui, bien sûr. Oui, et donc ça, il faut l'avoir en tête. En fait, il faut se dire que j'investis dans un ETF, mais je fais aussi confiance à la société de gestion qui me propose l'ETF. Et ça fait partie de la pédagogie financière à apporter aux investisseurs. Et donc, si moi j'ai une conviction très forte dans ce domaine-là, il faut bien comprendre que si j'achète un ETF chez BlackRock, c'est pas BlackRock qui va défendre ces intérêts-là, ces critères extra financiers ne seront pas portés par ces acteurs américains qui ont un peu changé de camp depuis l'élection de Trump. Alors justement, Jérémy Tubiana, quand on investit, parce qu'on parle d'investir en ETF, bon, un ETF c'est un outil, c'est un moyen, effectivement, ça a des caractéristiques, on a parlé de transparence, de simplicité, de frais, mais concrètement derrière on investit dans quoi ? On investit dans des paniers de valeurs, on investit pour répliquer la performance du S&P 500 ou du MSCI World, ou est-ce qu'on voit des gens investir sur des thématiques, sur des secteurs, voire en actions directement, mais sur une seule action avec des ETF ? Alors j'ai envie de répondre un peu de tout ça. Très bien. La première partie. Ah oui, l'action directe, ça se fait pas. Non, effectivement. Oui. En fait, la particularité d'un ETF, c'est que c'est un fonds qui est régi par la réglementation, notamment UCITS en Europe, et donc l'obligation de l'ETF, c'est qu'il soit diversifié. D'accord. On va avoir un ETF sur un seul sous-jacent, une action, une matière première, par exemple. Donc, on a aujourd'hui des ETF actions sur des zones géographiques, sur des secteurs, sur des thématiques, effectivement. Le numérique, par exemple, ou le numérique, l'intelligence artificielle, grande distribution, pour changer un peu. Aller même jusqu'à, Marc évoquait les investissements ESG, répondant aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc ça, c'est un gros sujet chez BNP Paribas Asset Management. On a une gamme très diversifiée d'ETF thématiques sur l'économie circulaire, sur la biodiversité, sur l'économie des océans. Mais aussi, on voit aussi beaucoup se développer des ETF obligataires qui permettent d'investir sur les obligations d'État, d'entreprise, avec différentes durations. D'accord. Donc on peut vraiment gérer sa duration. Et dernière innovation également. Et ça, pardon, les ETF obligataires, c'est aussi connu, aussi répandu que les ETF actions, ou ça nécessite encore un petit peu plus de pédagogie financière ? Alors en fait, compte tenu du niveau des taux, c'est pas l'investissement qui est privilégié. Aujourd'hui, effectivement, quand on a un livret A, quand on a un fonds euro qui assure un rendement, le marché obligataire est peut-être un peu plus compliqué à comprendre de la part des investisseurs. C'est pour ça que, comme je disais au début, les investisseurs retail privilégient les ETF actions. Maintenant, sur le marché obligataire, on voit beaucoup d'investisseurs institutionnels ou de sociétés de gestion construire des portefeuilles diversifiés avec différents profils de risque en utilisant
des ETF obligataires, des briques d'allocation obligataire. Et ce que je disais, la dernière innovation dans l'industrie obligataire, c'est les ETF à échéance. Donc aujourd'hui, j'ai des ETF qui existent avec des durations, des maturités fixes et qui me permettent de recevoir un coupon. Comme un fonds obligataire à échéance. Obligataire à échéance. Marc Tempelman. Ouais. Je rajouterais juste deux choses. Plus un ETF est spécialisé et sectorisé et petit, attention, plus probablement les expositions seront concentrées. Et by the way, plus les commissions risquent d'être un peu plus élevées que ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous prenez des indices, vraiment des gros indices mondiaux. Première remarque. Pour bien comprendre ce que vous dites, c'est quand vous dites attention, concentration égale risque plus élevé risque ou plus parce élevé, que et aussi corrélation au secteur. Plus élevé. D'accord. Un ETF qui joue la thématique de l'industrie du cannabis, et ça existe, il y a une dizaine de valeurs qui sont dedans, et donc vous êtes déjà relativement exposé. Dernier point, il faut distinguer entre le gros des ETF qui sont des ETF passifs. Enfin, on croit toujours qu'un ETF est par définition passif. Il y a un secteur émergent mais qui croît très vite, c'est celui des ETF dites actives. Et là aussi, attention, là vous répliquez plus un indice. Le gestionnaire a vraiment l'intention et l'envie de battre l'indice, mais il peut passer à côté de sa cible. Mais ça veut dire, parce qu'effectivement, quand on prend des grands indices internationaux, CAC 40, S&P 500, effectivement, on a l'habitude que ce soit globalement les mêmes valeurs, même si on peut voir des actions entrer ou sortir de l'indice. Ça veut dire que quand on investit sur un ETF, on peut voir des actions entrer ou sortir et le panier de valeurs n'est pas toujours le même qu'au moment où on a investi, c'est le même fonctionnement. Alors c'est ça, et donc une des choses qu'on regarde pour évaluer la qualité d'un ETF, c'est son erreur de tracking, c'est-à-dire en quoi l'ETF a réussi à vraiment matcher la performance de l'ETF, de l'indice sous-jacent, notamment au moment des changements de l'indice et de ses composants. Dernière question qui risque de vous plaire, Jérémy Tubiana. Quand on fait appel à un intermédiaire en matière d'ETF, est-ce qu'il faut regarder s'il est français, américain, dans un contexte de marché? Est-ce qu'il faut se poser cette question-là aussi? La régulation peut-être? C'est l'élément clé. La régulation, s'assurer quand on est investisseur français que le distributeur, la plateforme, soit régi par les différentes réglementations de l'AMF, l'ORIAS. Je pense que Marc connaît le sujet encore mieux que moi, mais c'est évidemment clé. Mais c'est aussi très important d'utiliser des fonds, des ETF, qui sont aussi gérés par des sociétés de gestion connues avec des encours conséquents. Et si l'enjeu effectivement du voting et de l'engagement est important, s'assurer et mesurer combien la société de gestion va justement s'engager et voter pour le compte de l'investisseur. Et sur des investissements ESG qui se développent beaucoup, c'est vraiment clé. Chez BNP Paribas Asset Management, par exemple, on est numéro 2 au classement Share Action qui classe des sociétés qui font le plus de voting et d'engagement. Donc ça, c'est un point très très important et c'est des choses qu'on peut voir qui sont disponibles et qui sont des informations publiques. Et on n'aura pas le temps de l'évoquer aujourd'hui, mais on en reparlera, Marc Tempelman. C'est pas seulement utilisé par les investisseurs particuliers en direct, mais aussi parfois par les intermédiaires financiers qui peuvent le proposer. Et ça sera l'occasion de faire une autre émission sur le sujet. Merci beaucoup, Marc Tempelman, cofondateur de Cashbee, et Jérémy Tubiana, en charge du développement des ETF chez BNP Paribas Asset Management. Merci beaucoup. Merci. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.